Attention, travaux. C'est bon ça? On aime bien voir des petits panneaux comme ça. Attention, travaux. Surtout quand ça construit dur comme ici. Bon, je peux pas trop montrer où est-ce qu'on est parce que, évidemment, pour la confidentialité. J'espère que tu vas bien. Il est 9h. Il est 9h en ce mercredi matin et je vais faire l'interview d'un ami. L'interview d'un ami que j'ai contacté il y a quelques temps. Je lui ai dit écoute, je vais être du côté de chez toi et ça serait cool qu'on puisse se voir et éventuellement qu'on partage ton parcours qui est assez atypique et qui est, ma foi, un succès. Et il m'a dit viens, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis là, je suis un petit peu en retard. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je sais que c'est quelqu'un qui fait très attention à son temps parce que son temps lui rapporte beaucoup d'argent. Donc évidemment, c'est un investisseur immobilier. Sinon, je t'en parlerai pas. Et voilà, écoute, trêve de blabla. Tout de suite, l'interview. Salut François. Salut, tu vas bien? Super, et toi? Super. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, là on est chez moi. Super. Désolé, j'ai un petit peu de retard. 5 minutes. Ça, les gens ne le savent pas, tu sais, les sur la vidéo. Ils ne savent pas quelle heure il est. Ils ne le savent pas, mais je sais que ton temps est très précieux. Pas de souci. Salut à vous. Donc, comme je disais en tout début de vidéo, je suis venu interviewer un ami qui est investisseur immobilier, mais qui a fait tout un tas de choses depuis un moment. Ça commence à faire quelques années maintenant. T'as commencé à quel âge l'entrepreneuriat, François? J'ai un peu eu le déclic, on va dire, vers 17-18 ans. D'accord. En lisant des bouquins. Et après, toujours la phase, tu sais, la fameuse phase où tu sais pas quoi faire, où tu as envie de te lancer. Donc, on va dire 18-19 ans. Voilà. Le début de l'aventure entrepreneuriale, c'était 19 ans. Donc, 19 ans pour le début de l'aventure. Ouais. Et quel âge pour le premier achat immobilier? Premier achat, du coup, 21. Ouais, donc 21. Ça a été assez vite. Une grosse implémentation. Vite, mais sans être vite, parce que je pense que c'était un des plus gros blocages que j'ai eu personnellement, en tout cas sur tout l'aspect investisseur, entrepreneur, qui est effectivement d'aller chercher ce fameux premier bien et de faire les choses bien. Il y a une phase de 2 ans quand même. Hein. D'accord. Et pourquoi tu t'es d'abord dirigé vers l'entrepreneuriat et ensuite vers l'investissement? Alors j'ai plus un profil d'investisseur au départ quand même. Ah d'accord. Parce que vraiment la première chose que j'ai mis en place c'était la bourse. Voilà, d'aller regarder à droite à gauche des placements plus ou moins alternatifs. Et après seulement vraiment l'aventure entrepreneuriale, c'était plus vers 22-23 ans. Où vraiment là on parle de vraie création de business, tu vois le truc. D'accord, ok. Donc tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ça? Oui, alors création de business, comment ça fonctionne? Alors la création de business, ça veut tout dire et rien dire. Ma première aventure, c'était des startups. J'en ai monté 2. D'accord. Les 2 sont toujours d'actualité, alors plus ou moins avancées. Je m'en charge plus parce que ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, je pourrais toujours avoir mon mot à dire. Ouais. Et j'ai toujours en quelque sorte des parts, si je puis dire, dans ces projets. Donc ça, c'était startup, c'était 2013-2014. Une en France et une aux États-Unis. D'accord, oui, parce qu'en fait, tu as fait une partie de tes études aux États-Unis. Oui, en fait, j'ai fini mes études là-bas, à New York. Donc c'était la transition entre 2013 et 2014. Ouais. Et je suis resté 2 ans au total là-bas. Donc jusqu'en 2015, fin 2015, je suis revenu en France après. Donc ça, c'était mes tout premiers, on va dire, expériences vraiment d'entrepreneur. Et en parallèle de ça, en parallèle des startups, j'ai commencé à faire mes premiers business en ligne. D'accord, donc ça c'est super intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'est pas obligé d'attendre un moment donné dans sa vie pour commencer. C'est-à-dire que toi, tu étais étudiant. Ouais, bien sûr. Étudiant, entrepreneur, start-upper. Hein? Après, chacun sa situation, chacun a son déclic quand il l'a, évidemment. Ouais. C'est pas le truc de dire... mais c'est vrai que l'âge n'a aucun rapport avec le processus. Mais là, pour le coup, effectivement, je commence assez jeune. Et en parallèle des études, alors j'ai eu la chance quand même d'avoir 5 ans d'études sans avoir à travailler. Ça, c'est sûr. Enfin, un vrai travail, puisqu'il y a des étudiants, ils doivent payer leurs études. Et là, du coup, en parallèle, j'ai bossé, quoi. C'était peut-être un sacrifice par rapport à mes collègues qui, eux, allaient plutôt faire la fête, toi. Ouais. Mais, je connais. Mais, tu connais. Mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut poser son plan d'action et se dire, je fais peut-être des sacrifices sur le moment, mais après, ça vaut le coup. D'accord, ok. Mais bon, moi, j'ai pris du plaisir au final. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Peut-être autant, voire plus de plaisir que sur le moment, certains qui faisaient la fête et qui peut-être oubliaient tout. Ouais. Et quand tu étais dans ce processus quand tu débutais, est-ce que tu avais déjà la vision immobilier ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu après? Non, je l'ai eu de suite sans vraiment y connaître.
parce que voilà, c'était des livres comme Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, que j'ai Ouais. lu à 18 ans, il parle d'immobilier dedans. Ouais. Alors, le mec est super chaud en immobilier, Ouais, te ouais. dit que c'est un des piliers principaux, que c'est super important, que n'importe quel investisseur dans sa carrière va avoir affaire à l'investissement immobilier. Tout à fait. Ouais. Donc, tu as toujours ça dans le coin de ta tête, quand tu lis ça à 17, 18 ans, il faut que ça arrive à un moment donné, toi. Bon, ça c'est très intéressant. Et du coup, je me pose la question, quelqu'un qui a, par exemple, comme toi, qui est en études, qui n'a pas d'informations, Ouais. donc qui débute comme toi, tu m'as dit, je connaissais pas vraiment l'immobilier, et donc qui se dit, je vais faire de l'entrepreneuriat parce que c'est ça, en fait, qui va m'apporter une source de revenus pour faire de l'immobilier. Ouais, alors Qu'est-ce- carrément. Alors, même ma vision en fait de l'immobilier au départ, moi, j'allais dire que c'est un peu particulier, c'est pas vraiment particulier. C'est-à-dire, l'objectif premier, c'était effectivement d'abord de faire du cash flow Ouais. pour en vivre, mais ça allait plus loin. En fait, j'allais dire que j'allais en vivre et surtout que ça allait m'apporter une sécurité telle que j'allais pouvoir faire autre chose à côté sans avoir une pression. Ouais. C'est-à-dire que l'immobilier allait m'apporter cette sécurité et du coup allait m'apporter le succès ailleurs. Donc en fait, ça te laisse tout l'immobilier, Voilà. c'est C'est- le revenu récurrent. Voilà, ça allait plus qu'en fait en vivre. Ça a été en vivre, certes, mais pour pouvoir me permettre de faire des business à côté et de ne pas avoir ce stress de est-ce que ça rentre. Donc forcément, je suis sûr que l'immobilier m'a permis de réussir mieux dans des thématiques complètement différentes. Tu vois le truc? Ouais, c'est génial, Ouais. c'est génial, parce que du coup, ça te laisse une tranquillité d'esprit Bah c'est ça. pour C'est qu'au t'épanouir dans final, autre chose. Quoi. Bon, c'est un processus, certains vont très vite, d'autres vont moins vite, ça peut être faire 12, 18 mois, 2 ans, 3 ans pour certains. Mais effectivement, quand tu fais ça et qu'à côté, tu vois que ça marche et que tu lances des business, t'es serein, quoi, en fait, tout simplement. Génial. C'est super intéressant que tu dis ça, parce que la sérénité, je pense que c'est un sujet que j'ai dû oublier, moi, dans mon parcours. Et Après, dans ce que j'ai vu, notamment les start-upers français et les start-upers américains, c'est des profils assez particuliers. Parce qu'ils ont vraiment, alors c'est des entrepreneurs avec une vision, on va pas gagner beaucoup d'argent, même très peu, voire pas du tout sur le moment. On d'accord. va essayer de vouloir vendre par contre son projet quelques années plus tard pour énormément d'argent. Ouais. Mais ils n'ont pas du tout cette vision d'investisseur. Alors Et donc, justement, du coup, il n'y en avait aucun qui avait cette sécurité, il n'y en avait aucun qui gagnait des revenus à côté. attends, c'est une super transition parce que là j'ai une question qui me brûle les lèvres. Non mais dis-moi, c'est quoi l'opposé de ça? C'est quoi l'opposé de ça? Comment on fait pour créer un L'opposé du business? start-upper. Par exemple, je sais pas moi, un business en ligne, je sais que ton premier succès ça a quand même été un business en ligne Oui, qui t'a rapporté très rapidement au Oui, final. en fait, c'est Comment ça. ça fonctionne ça? Pour moi, ça va être les deux extrêmes. C'est-à-dire que le start-upper, c'est ce que je viens d'expliquer. Il a rien à faire de gagner de l'argent. Mais par contre, c'est son bébé, c'est son projet. Et peut-être 10 ans après, il va le revendre pour des millions. Ouais. Le business en ligne, ou en tout cas les différentes formes de business en ligne, on pourra aller plus en profondeur après, c'est complètement l'inverse. Le but, ça va être de faire de l'argent peut-être au deuxième mois, toi. Alors pas faire, Comment tu fais ça? faire des millions comme pour faire un start-upper au bout de 10 ans, mais essayer de progressivement générer des revenus, voilà, peut-être 100 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros par mois, et ainsi de suite. Et là, de suite, tu peux vraiment faire de l'argent, quoi. Donc donne-moi un exemple. Je crois que tu peux nous dire ton exemple parce que franchement toi c'est. Ouais. Après, j'ai eu 3 activités sur le web, que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais. Le premier, ça a été la prestation de services digitaux. Ouais. Donc c'est un peu vous occuper en fait de la présence en ligne d'autres entreprises. Absolument. Simplement, ça peut être la gestion des réseaux sociaux, ça peut être l'emailing. Voilà. Ça, c'était mon premier business. Le deuxième, c'était le e-commerce, donc tout ce qui est dropshipping. Ok. Et le troisième, donc c'était l'infopreneuriat, donc vendre son savoir, vendre ses connaissances sur différentes thématiques. Ouais. Mais donc en fait, on pourrait dire que l'opposé du start-upper, c'est celui qui apporte son savoir-faire ou son savoir tout simplement à une autre ça entreprise. peut être du service ou de l'information. Ouais, D'accord, c'est ça. ok. Bon, là, vraiment, tu vas vouloir monétiser de suite en fait. Ouais. Faire du cash de suite. C'était quoi ta première expérience à succès par Alors, rapport à du ça? coup, sur le business tel quel, sur le business en ligne, le web entrepreneuriat, c'était ce fameuse prestation de service. Ouais. Comment ça fonctionne la prestation de service? Alors, il faut voir ça comme une agence de marketing digital, comme il peut y en avoir des vrais, des physiques. Oui. Et tu vas aider n'importe quelle société, petite, grosse et moyenne, à grossir grâce aux différents leviers qu'il y a sur le web. Alors, je t'apprends rien, mais ça va être peut-être faire du contenu pour quelqu'un sur le web. Ça peut être gérer de A à Z, ça soit la création des comptes jusqu'au community management. D'accord. Et ça peut être différentes stratégies de mise en place. Ça peut être aussi un plan d'action global. C'est-à-dire que vraiment tu vas mettre en place de l'emailing, tu vas mettre en place
je sais pas, des chatbots par exemple, ça peut être plein de choses comme ça. Et l'objectif, ça va être surtout d'avoir des revenus récurrents pour travailler avec plusieurs clients qui tous les mois te donnent 500 euros par mois, 1000 euros par mois. Donc je te laisse faire le calcul. Ah ouais, non, mais je t'écoute. Si tu commences à en avoir 10, ça devient intéressant. Et après, d'essayer peut-être d'aller chercher des gros contrats à l'année, du type 10, 15, 20 000 euros. Et est-ce que c'est dur de décrocher le contrat ? C'est dur. Alors c'est dur, oui et non, ça dépend de ton profil surtout. Ouais. Et ce que je conseille pour la plupart des gens, ça va être de vraiment repérer ce qui convient le mieux par rapport à ses affinités, ses facilités aussi, parce que je comprends que quelqu'un qui est vraiment timide ne veuille pas faire de la prospection face à face. Faire du porte-à-porte ou faire du phoning, je comprends. Mais par contre, il y a d'autres techniques, peut-être indirectes, plus froides. Il y a une technique que je conseille souvent, c'est de faire un espèce d'audit, de diagnostic gratuit où vraiment tu vas donner des conseils et tu vas faire de l'anti-marketing direct. C'est-à-dire que tu vas l'envoyer vraiment sur un bout de papier dans une enveloppe et la personne va être assez surprise parce qu'elle a l'habitude aujourd'hui d'avoir complètement digitalisé. Ouais. Et là où elle va pas du tout lire ses mails, par contre, elle va ouvrir l'enveloppe. Ouvrir un courrier. Et d'autant plus, tu remarqueras si c'est une enveloppe type rose fluo ou jaune fluo. Mais qu'est-ce que c'est que cette enveloppe ? Elle va à coup sûr 9 fois sur 10, même plus, elle va l'ouvrir l'enveloppe. Ah, c'est un super conseil. Et après, ça. bim, tu as un audit gratuit, donc encore plus puissant parce que tu apportes de la valeur gratuitement alors que quasiment toutes les agences de marketing font payer ce genre d'audit. Ouais. Alors déjà, tu t'es démarqué, en plus tu apportes de la valeur gratuitement. Je peux te dire que le mec il va essayer de te recontacter quoi. Super conseil ça. Bah ouais. Mais j'avais lu quelque chose dans un livre de Dale Carnegie où il expliquait qu'en fait ça avait toujours un impact plus important d'envoyer une lettre, une enveloppe avec un... Elle peut être blanche comme toutes les autres, mais avec, tu sais, ce truc à la cire comme on faisait à l'époque. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Donc ça se faisait encore plus à l'époque de Dale Carnegie. C'est de l'anti-marketing pur, c'est-à-dire que tu dois vraiment te positionner, te démarquer par rapport aux autres, ce que font les autres, et c'est ce qu'on veut. Et de toute façon, le mec, il n'est pas con, normalement, il sait que du coup, si tu es vraiment bon, c'est que tu vas lui faire aussi démarquer lui après son business à lui. Donc alors, attends, parce que là, du coup, puisque en plus, tu m'as parlé de 500 euros, 1000 euros par mois par client. Attends, j'essaie de faire le calcul. Là, tu me dis, ça dépend comment tu te places, mais ça peut être plus ou moins difficile. C'est quoi la moyenne du nombre de clients dans ce genre de business ? Alors l'idée, c'est peut-être que c'est un business qui est très facile en fait de lancer par soi-même, puisque bon, tu n'as même besoin de rien du tout au final. Tu n'as même pas besoin de faire de la pub, tu peux aller démarcher directement. Donc si tu réfléchis, si tu étais tout seul, s'il n'y a personne qui t'aide, si tu ne délègues rien, tu peux aller taper 10 clients, ça c'est sûr. Ah ouais ? Ouais, bah oui, bien sûr. Mais c'est aussi un des avantages du business là, c'est que vu que tu peux tout automatiser, c'est-à-dire que ce que tu vas normalement proposer sur un mois à ton client, tu peux le faire en 3 jours. D'accord. Voire même moins. Ouais. Parce que toi, en fait, si tu automatises. Toi, tu maîtrises en fait oui, c'est sûr qu'au début, ça va être un petit peu plus long. Même certains contenus, c'est la première fois que tu vas le faire, donc c'est normal. Mais après, imaginons en plus que tu te niches vraiment sur quelque chose de précis. Admettons, je sais pas, les salles de boxe par exemple, salles de sport de boxe. Ouais. Si tu fais du contenu pour le premier, je pense que le deuxième, le troisième, le quatrième, ça va ressembler un peu si tu te niches. Après, le reste, c'est de la technique, tu automatises par rapport aux objectifs de la personne. Mais tu peux très bien faire le taf pour un mois en une journée. D'accord. Donc. Mais ça, le client, c'est aussi un des avantages, c'est qu'il ne le sait pas. Ça se trouve, il pense que ça demande beaucoup de taf. Ouais. Parce que lui, il veut pas s'en occuper du tout, donc il délègue tout. Non seulement il y connaît rien, il veut que tu t'en occupes, et il pense que ça va prendre du temps pour toi, et encore plus loin, il peut pas se séparer de toi. Ah oui. Parce que plus ça avance, plus ça va aller en profondeur, plus c'est toi qui ai les codes d'accès, qui est le contenu. Plus tu lui rapportes de la clientèle. Il est dépendant. Tu peux faire ce que tu veux au final. Tu es sa drogue en fait. Tu es sa drogue à client. Voilà. Donc l'idée, ça va être peut-être d'arriver avec une formule type pas très haute, type du 500 euros par mois, de l'upseller au fur et à mesure, 1000 euros par mois, et de devenir indispensable. Donc disons, j'ai une dizaine de clients par mois, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, en moyenne. Ouais. Bon, je paye mes impôts, etc. J'ai quoi, 5 500, 6 000 euros dans la poche ? Si on est en France et qu'une fois que les taxes sont passées, la TVA est passée, que les impôts sont passés, ça va entre 50 et 60% de ce qu'il y a dans la poche. Ouais. Bon, j'ai 6 000 euros dans la poche. Ouais. 6 000 euros par mois pendant un an, on peut en acheter de l'immobilier avec ça. C'est pas mal, mal. Ça t'a apporté quoi en termes d'immobilier, toi ? C'est ce qui m'a permis d'aller partir sur des piliers différents, que ça soit la bourse, que ça soit l'immobilier, grâce au premier cash, au premier gain que j'avais engendré
sur mes business comme celui-ci, qui a été mon premier au final. Donc, ça t'a permis d'acheter de l'IMO direct. D'avoir un apport, d'avoir de jouer. Génial. Et non seulement de dire, voilà, j'ai un business qui tourne. En plus, j'ai déjà encaissé une partie, parce que je suis passé sur un compte perso, voilà, de l'apport. Et vous voyez non seulement que j'ai de l'apport, mais que mon business il grossit à côté. Donc j'ai un compte perso chez vous, j'ai un compte pro chez vous, ça augmente, ça marche bien. Et bim, on te prête facilement. Ouais. Mais c'est d'une violence cette technique. Ok. Donc, ça revient aussi, on en a discuté avant de tourner cette émission, c'est un peu le même principe, les premiers start-upers de la tech qui avaient tous engrangé des millions. Ah, ils se sont gavés. Parce que c'était les débuts, ils se sont gavés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté 10 biens immobiliers d'un coup. Ils sont allés voir la banque. On n'est pas en plus très à l'aise financièrement parce que c'est peut-être que des entrepreneurs, ils n'ont pas encore une intelligence financière. Donnez, voilà mon argent, j'achète plein d'immobilier, comme ça je suis sécure, j'ai du patrimoine et je peux aller retravailler, toi. C'est la même logique. Peut-être beaucoup moins important évidemment parce que j'ai pas engendré des millions la première année. Oui évidemment, mais de toute façon il faut le temps de se former aussi. Ça te décuple le truc et ça avance bien. Il faut le temps de se former j'imagine puis c'est peut-être le fait de pratiquer qui permet de se former, de s'auto-former on va dire. Bien sûr, c'est surtout aussi l'effet de levier qu'il y a après, je sais pas à toi que je vais l'apprendre, mais après plusieurs biens, c'est facile, c'est on va dire assez évident d'avoir un premier bien, alors qu'il y a des situations plus ou moins difficiles, mais le premier n'est pas très compliqué. Par contre, à partir du 2, 3e, ça peut bloquer. C'est là qu'effectivement le business là que j'ai eu, qui a engendré pas mal de cash, m'a aidé. Ouais. Donc là, c'est un levier supplémentaire, apport de capital supplémentaire. Donc c'est ce qui m'a permis, c'est cette fameuse, aujourd'hui je l'appelle une agence marketing, parce que l'objectif aussi, ça va être de déléguer. Ça fonctionne comme une agence marketing. C'est ça, sauf que tu te positionnes en tant que particulier, et en tant que particulier, voire même nomade digital par exemple, qui n'a pas besoin d'avoir des bureaux dans la ville, qui n'a pas besoin d'avoir des salariés, et qui a beaucoup moins de frais qu'une agence de marketing établie, et donc tu vas jouer là-dessus. C'est ce que je conseille aussi à tous ceux que j'aide sur cette stratégie. Tu leur dis au début, faites ça quoi. Faites ça, proposez ce tarif. Et j'en ai même un qui m'a dit, mais en fait, c'est même pas assez haut, genre 500 € par mois. Il dit, t'essayes de viser peut-être 10-15 000 € pour une année, parce qu'en fait, les agences de com, elles proposent 25-30 000 € pour une année. C'est pas vrai. Donc voilà, donc tu joues là-dessus. Wow, d'accord, donc si je comprends bien, tu peux te faire... Et en plus, je pense que tu peux être même meilleur parce que le genre de personnes qu'il y a dans les agences marketing, il y en a 2-3 qui sont bons, mais la plupart, c'est des salariés qui ont fait une école de marketing et c'est pas forcément à l'école de marketing que tu apprends tout ce qu'il faut savoir. Donc alors, au début, tu es tout seul, tu génères du CA, etc. Ouais. Et tu passes aussi pas mal de temps, j'imagine, à prospecter, à créer un fichier client. Ouais. Ok. Quand tu as ce fichier client, il faut l'exploiter, il faut le travailler. Est-ce que la partie commerciale, justement, c'est la clé? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement déléguer le travail? C'est possible de le déléguer. Toi, tu fais ça, toi? Tu me le fais pas dire, mais effectivement, ce que je conseille également, c'est de très vite aller chercher un gros contrat, type à l'année. Genre une grosse boîte, tu veux dire? Alors, pas forcément une grosse boîte, même une petite, moyenne boîte, mais de suite, de ne pas aller chercher le récurrent forcément, parce que c'est 500. Donc ça, tu mets du temps, c'est bien parce que tous les mois t'encaisses, mais il faut attendre un petit peu pour vraiment engranger et d'aller chercher rapidement un contrat qui sera à l'année pour peut-être encaisser de suite 10 000 € et à ce moment-là pouvoir jouer sur l'effet de levier de la délégation. Parce que c'est compliqué de déléguer quand tu encaisses que 500 € par mois. Ouais. Voilà, c'est difficile d'aller chercher des commerciaux, de leur dire non, il n'y a pas de fixe. Par contre, à 10 000 €, bim, là tu peux avoir peut-être déjà des commerciaux et qui vont le faire mieux que toi. Ok. Tu vois? Ouais, j'imagine bien. C'est les fameux leviers du premier gros contrat, c'est comme ça que je l'appelle. Tu peux aller chercher des personnes qui savent mieux faire, sous-traiter sur des tâches bien particulières. Voilà, tout simplement. Génial. Toi, tu as une formation qui parle de ça, c'est ça? Ouais. Comment ça s'appelle? C'est un Presta 2.0. Donc ça va faire plus d'1 an que je l'ai lancé au final. Ouais. Et on est aujourd'hui à plus de 150 membres. 150 membres. Et plusieurs qui ont monté leur agence marketing, qui ont arrêté de travailler, t'as des jeunes de 19 piges qui font 10 000 € par mois. Ouais. C'est ouf. Ouais. Je crois que j'avais écouté ton podcast. Comment ils s'appellent les gens qui... Alors le podcast que j'avais enregistré avec 2 membres, c'est Maxime et Aurélien. Maxime et Aurélien qu'on va rencontrer là qu'on va voir ce soir. Qu'on voit ce soir, ok. Et effectivement, là en 6 mois, ils ont dépassé les 5 chiffres par mois en 6 mois, okay. 6-7 mois. Et notamment leur dernier client qui était du 6 400 € par mois. Ouais.
Et, non mais je vais avoir plein de questions pour eux ce soir, je pense. Ouais. Ok, génial. Donc alors du coup, ça s'appelle Presta 2.0. Presta 2.0. Et ça concerne, en fait, ça concerne le marketing, En fait, il y a la vente de prestations marketing aux entreprises. C'est ça, tu as les deux aspects. Tu as à la fois tout le business model qui est vraiment expliqué en profondeur, c'est-à-dire comment faire ta prospection, comment trouver tes clients, comment conclure un deal, comment répondre à toutes les questions possibles imaginables de la personne, et aussi l'aspect technique, c'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui part de zéro pourra aussi se former sur le minimum viable, sur comment gérer Facebook, Instagram, faire de l'emailing efficace. Donc tu as aussi la partie technique, c'est ce qui est bien. Super, putain, c'est vrai que c'est un truc, j'aurais dû le faire il y a des années. J'aurais des questions pour eux ce soir. Ok, super. Bon, écoute, si ça t'intéresse, de toute façon, tu me donnes le lien. Je vais mettre le lien. Si ça t'intéresse, je mets le lien dans la description. Il y aura des conditions particulières pour toi. Voilà. Ouais. Ça reste entre Ça marche. J'ai toujours plein de questions pour toi, donc on continue si tu veux bien. En plus, on est bien ici. J'ai plein d'autres questions pour toi. On arrête pour cette vidéo-là et je te laisse cliquer sur la vidéo suivante, à t'abonner et à cliquer sur le lien dans la description. Ciao. Ciao, ciao. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe in. No